Libre cours sur Radio Liban. L'interview avec Nanette. Bonjour Farid Chab. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Très très bien. Farid Chab, tout le monde sait que vous avez été à la tête d'une des plus grosses boîtes de pub pendant très longtemps, à savoir Léo Burnett. Là, vous en êtes à votre 4e livre, Un pont sur le 21e siècle. Et comme son titre l'indique, c'est une réflexion sur notre avenir, alors qu'on n'en a pas fini de régler notre présent, Farid Chab. L'avenir il se prépare maintenant. Nanette, Ouais, mais le présent est loin d'être en forme à l'heure actuelle. Écoutez, on est obligé de parler d'avenir quand on est au présent, parce que l'évolution de la technologie a atteint une telle vitesse que en 2030, elle va créer ce qu'on appelle une rupture de paradigme. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien. Rien n'est déjà plus comme avant aujourd'hui. Toute notre façon de vivre, d'exister, de travailler, de produire, tout va changer. En 2030, déjà nous sommes en presque 2020. 2030, déjà dans 10 ans, dans une décennie, déjà vous allez voir un changement extraordinaire qui va se passer. Ce que j'explique dans le livre. Alors on arrive au livre justement, c'est une projection dans le futur qui n'est pas lointain comme vous le disiez. On va prendre un petit bébé d'aujourd'hui et le projeter 40 ans plus tard. Et en fait, le déclic de cette réflexion vous est venu par l'arrivée dans votre famille d'un petit-fils, il me semble. Absolument. Alors, un pont sur le 21e siècle, c'est une invitation à une réflexion en d'autres termes, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, à sauver l'humanité parce qu'elle est en péril. Écoutez, je n'ai aucune ambition de sauver l'humanité. Je veux essayer de me sauver moi-même. Oui, Mais vous faites surtout, partie de l'humanité. Donc, si oui. vous arrivez à trouver les outils pour vous sauver vous-même, ce seront les mêmes outils que les humains utiliseront, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais pour être très terre à terre, bon, j'ai eu un petit-fils et je me dis qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau. Ce petit-fils qui a 1 an et demi va avoir 10 ans en 2030, 30, oui. 2010 ans, et puis 2040, 20 ans, il aura commencé à rentrer dans la vie. Or, la vie professionnelle. En 2030, on prévoit déjà qu'il va y avoir, à cause de la nouvelle économie, à cause de l'économie numérique, il va y avoir 800 millions de jobs qui vont disparaître. Donc, on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce changement drastique qui va arriver dans notre civilisation. Alors, ceci dit, on commence à le vivre avec un taux un peu plus réduit aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonctions qui disparaissent. Absolument. Alors, imaginez 800 millions de jobs qui disparaissent. Beaucoup de gens disent que, bien sûr, les jobs disparaissent, mais ils vont être remplacés. Par d'autres. Non, pas autant. Ça, c'est le calcul net, c'est-à-dire 800 millions net. C'est entre ce qui va disparaître, ce qui va être créé. Mais il y aura quand même un vide de 800 millions qui va être créé. Et que va-t-on faire des générations qui vont venir? Ce qui est très clair, c'est que la sélection naturelle va faire que les plus intelligents, les plus brillants, les plus compétents, les plus vont avoir un job. Le reste va figurer dans les dommages collatéraux de l'humanité, qui à l'époque aura à peu près 8 milliards d'habitants. Alors, je ne veux pas changer le monde, je veux gérer mon petit-fils. Donc, je veux essayer de ne pas en faire un dommage collatéral et d'essayer de le pousser pour être parmi les survivants de cette nouvelle ère. Quand je dis survivants, je ne dis pas que tous vont mourir, non, mais tous ne vont pas vivre comme on va vivre, comme on a envie de vivre, comme on vit aujourd'hui. Ça, c'est la grande problématique, le grand questionnement. Mais ce qui est... Allez-y, vous voulez poser... Non, oui, je voulais vous poser une question parce que ce qui arrive, c'est qu'au cœur de ce livre, la première problématique que vous posez, c'est celle justement de l'avancée technologique. Au moment où ce petit-fils, qui est un exemple bien entendu, aura 20 ou 30 ans, il ne sera même plus capable de maîtriser la technologie qui sera à sa portée. Il sera déjà dépassé, il sera déjà obsolète par rapport à cette technologie qui sera mise en place. Non, nuance. Les humains vont s'habituer. Ils vont s'habituer. Mais il y a une différence entre chevaucher la technologie ou la subir. Il est évident que les milliards d'habitants vont vivre dans un domaine technologique, ils vont apprendre. Aujourd'hui, nos enfants apprennent à manipuler
le téléphone cellulaire, le smartphone, ils font tout ça, ils travaillent sur les écrans. Et malheureusement, tout le monde pense que puisqu'ils savent manipuler le téléphone, donc ils vont s'adapter. Le problème n'est pas de savoir utiliser et de s'adapter, le problème est de produire. Dans cet univers où tout est où tout devient numérique et automatisé, quel genre d'occupation, quel genre de travail ils vont faire pour vivre, pour survivre et éventuellement bien vivre. Voilà. Donc, il faut vraiment redéfinir qu'est-ce qu'on entend par s'adapter à la technologie. S'adapter, vivre la technologie ou maîtriser la technologie et y créer un espace où chaque personne produit dans cet espace. Ça, c'est la grande problématique. Et ce que je dis, c'est quel est le moyen de préparer les enfants aujourd'hui à être dans le club des gagnants et pas dans le club des perdants. Et pour ce faire, vous développez de nombreux axes. On va commencer de manière un peu chronologique pour suivre le livre, ce livre qui s'appelle Un pont sur le XXIe siècle. Vous parlez évidemment de la grande qualité du siècle. Elle est déjà bien instaurée comme étant une qualité principale de ce siècle que nous vivons, et c'est la résilience. Oui. La résilience est primordiale pour pouvoir justement s'adapter. Oui. Bien sûr. Alors, vous préconisez de l'apprendre dans un cursus carrément scolaire, de l'intégrer dans un programme ordinateur. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie parce que vous avez l'air d'avoir très bien lu le livre. C'est très bien. Je vais vous expliquer ça. Avec le siècle, avec le chiffre, avec l'ère digitale, l'ère numérique, si vous voulez, nous allons de moins en moins avoir de la matière première. La matière première la plus importante va devenir le numérique. C'est-à-dire que toute notre façon de produire, de fonctionner, quand on parle de voitures, de machines, le numérique va prendre un espace de plus en plus important dans la façon dont elle fonctionne, au stade où probablement qu'il va y avoir de plus en plus d'économies de matières premières. C'est très long à expliquer. Si j'ai le temps, je l'expliquerai, mais c'est écrit dans le livre. Nous avons 1 heure. Mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans cette nouvelle économie? Quand on dit numérique, on dit mental, réflexion. La matière première essentielle devient l'énergie mentale. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, quand on parle d'énergie mentale, on se rend compte que dans notre siècle de consumérisme, notre force mentale commence à se diluer. Nous vivons dans un matérialisme exacerbé. On n'a plus envie de faire un effort, on n'a plus envie de réfléchir, on est facilement distrait, on est superficiel. La civilisation actuelle n'aide pas à l'énergie mentale à se développer, sauf quand on est spécialiste et qu'on est dans les universités et qu'on est des cracks. Mais le reste de l'humanité est en train de végéter dans une paresse mentale qu'on n'a jamais vue auparavant. L'humanité de tout temps s'est développée parce qu'elle a produit, parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle avait des challenges. Aujourd'hui, durant un siècle de matérialisme exacerbé, la majorité de l'humanité n'est plus en train de s'entraîner à renforcer son mental. Ça, c'est le problème. Et ça touche beaucoup maintenant les jeunes, parce que les jeunes sont nés dans un univers où tout est facile. Bon, je reviens. Donc, ma matière première étant le mental, le corollaire de la matière première du mental est la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est l'adaptation, la faculté du cerveau à s'adapter à une situation nouvelle et à inventer une situation nouvelle. Donc, tu as un problème, bon, on va essayer de le résoudre. On échoue, bon, on va avoir la résilience de sauter et d'essayer de trouver autre chose. On n'est jamais découragé. Le cerveau est toujours en marche, en alerte pour fonctionner. C'est ce déclic que nous voulons que chaque enfant aujourd'hui doit commencer à s'entraîner à développer. Et comment vous imaginez qu'il y ait une programmation faite dans ce sens-là? Écoutez, c'est très large. Tout d'abord, il faut y penser. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien on y pense, combien on est vraiment conscient de ce problème. Beaucoup d'éducateurs commencent à réfléchir à ça. Ce qui est terrible, en fait, c'est que, je disais tout à l'heure, le progrès technologique est plus rapide que la faculté d'adaptation. Quand on parle du système éducatif, le système éducatif n'a pas la même rapidité d'adaptation que l'industrie. En affaires, en industrie, on s'adapte vite parce qu'on a besoin, parce qu'il y a des retours, parce qu'il y a des cohortes à respecter, on s'habitue. Mais les universités, les études et le corps éducatif ne peut pas suivre à la même allure. Or, aujourd'hui,
aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui, qui vont avoir 10 et 20 ans dans les 2 décennies à venir, s'ils ne sont pas éduqués dès maintenant, à développer leur résilience mentale, et là, il y a beaucoup de choses à dire, vont être des dommages collatéraux. Donc, il faut être conscient aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, je ne parle pas du futur, je parle d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et le message que je dis, c'est que tous les jeunes parents surtout, pas les vieux, nous on est terminés, c'est fini, on va s'adapter d'une façon ou d'une autre. Mais les jeunes parents qui ont des enfants aujourd'hui doivent être conscients de ce que les enfants vont en prendre dans les universités et les écoles aujourd'hui, en 2020. Ça, c'est le grand message. Alors, je tiens à préciser ici justement que ce pont sur le 21e siècle n'est pas une leçon, mais une invitation à la réflexion. Vous ne mettez pas en place, ou vous ne proposez pas des schémas particuliers, vous invitez justement la communauté à y réfléchir. Mais qui suis-je Non, vous auriez pu trouver une solution. Hein. Qui suis-je pour donner des leçons à l'humanité? Vous auriez pu fournir une piste très précise. Non, vous invitez les gens à réfléchir à la problématique. Oui, évidemment. Ouais. La première chose que j'essaie de faire, c'est de réveiller les gens à la problématique. C'est déjà un gros problème. Quand je parle aux gens autour de moi, aux personnes autour de moi, et je leur explique le problème avec ma passion, je vois autour de moi des esprits qui ne réalisent pas de quoi je parle. Ils disent, mais alors, tous disent la même chose. Et alors? Mais ils vont s'adapter. Mais on s'est adapté, comme dans le temps, on s'était adapté, on va toujours s'adapter. Ils ne comprennent pas que le numérique a introduit dans notre vie une rupture dans l'évolution humaine. Et humaine. aussi une vitesse exponentielle qui n'a rien à voir avec la vitesse précédente. Mais c'est ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Bon, vous parliez tout à l'heure, oui. Farid Chab, si je peux vous interrompre, justement de santé mentale, de vitalité mentale. Oui. Vous parliez notamment de paresse. Alors, vous faites suivre très vite ça dans votre livre par une forme physique que vous mettez en valeur. Il faut savoir justement soigner sa forme physique pour pouvoir nourrir le cerveau et donc, après, le savoir. Écoutez, évidemment, parce que pour que le cerveau fonctionne bien, il faut que le physique aille bien, parce que c'est quand même un organe qui a besoin d'être oxygéné. Or là aussi, on est dans l'ère de la sédentarité la plus absolue. Absolument. C'est une sorte de cercle vicieux. Quelque part, il y a beaucoup de gens ouverts qui se réalisent combien le sport commence à devenir important. D'où la nouvelle mode du sport, du jogging, quand vous allez en Californie, qui est la capitale du mental, Silicon Valley. C'est aussi la capitale de la forme. Hein. De la forme. C'est devenu une chose évidente. C'est pour ça, c'est pas par hasard. S'ils sont là dans ces métiers, c'est qu'ils doivent se rendre compte qu'être en forme est essentiel pour être. Donc, il faut avoir la tête claire, le corps préparé à rendre ce cerveau apte à fonctionner d'une façon optimale. Mais avant de sauter à la forme physique, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, avant la forme physique, c'est la forme mentale qui est importante. L'éducation doit commencer à travailler dessus. Et comme nous sommes dans une ère d'écran, déjà l'écran en lui-même n'est pas le moyen d'entraîner le mental. On peut utiliser l'écran pour s'amuser et jouer, sans que le mental nous s'entraîne. Et ça donne une très fausse impression aux parents. Ils disent, bon, il manipule bien l'écran, donc mon fils est préparé. Pas du tout. Il y a une différence entre utiliser l'écran pour jouer, s'amuser, ou pour développer son mental. Les écrans anesthésient le cérébral quand ils sont utilisés comme ça. Absolument. Et c'est là la grande responsabilité, non pas des parents, la responsabilité des fabricants, des programmeurs, de ceux qui sont dans les entreprises de IT, c'est de commencer à créer dès le début des écrans qui, quelque part, commencent à développer le mental de l'enfant dans le sens de la résilience. Ça, c'est un grand message. C'est une alerte rouge que j'essaie moi-même de lancer en espérant que d'autres vont la suivre et que d'autres lancent des alertes. Et si nous sommes de plus en plus nombreux à lancer des alertes, on finit par éveiller tout le monde que bon, écoutez, on ne peut pas continuer à abrutir l'humanité dans des jeux avec des écrans. Ça, c'est la grande... Alors, il y a justement un fabricant de jeux et d'écrans qui vient de mettre en place une sorte de système qui interdit à l'enfant de jouer au-delà d'une heure ou deux selon les âges, c'est programmé. Ça s'éteint tout seul. Bravo. Ça ne marche plus. C'est un début.
écoutez, évidemment, c'est un début de réveil. Mais évidemment, interdire n'est pas la solution. La solution, c'est qu'en utilisant l'écran, on soit induit dans des programmes qui, petit à petit, accrochent l'enfant et l'obligent à réfléchir et l'obligent à développer son mental de façon à ce que plus il joue, plus son mental se développe, et plus il joue, plus le programme de son écran se développe. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on pense qu'il y a de nouvelles formules, à savoir mériter son écran. Il y a des idées de programmeurs qui est la suivante. Vous arrivez à cette étape, vous passez à l'autre. Voilà, exactement. Et comme l'enfant est excité d'avoir une machine qui fonctionne, qui soit up-to-date, ça peut le pousser à travailler, à faire. Écoutez, je ne suis encore pas programmeur, je ne suis pas éducateur, je peux lancer des idées comme ça. C'est comme ça que doit fonctionner. Il faut se réveiller à ça. Et c'est de cette façon que les choses vont commencer à évoluer. Sans, évidemment, dommages collatéraux. Mais il y aura des dommages parce que tout le monde ne va pas suivre. Les écrans ne vont pas tous être prêts à ça. Bon, mais il faut commencer quelque part. Alors, si on considère que l'ère industrielle est un peu le début du capitalisme, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, elle est complètement remplacée par l'ère numérique? Mais absolument, absolument. Et déjà, écoutez, l'ère industrielle, quand vous dites industrie, vous pensez tout de suite fabrique, industrie, grosse industrie. Aujourd'hui, avec les nanotechnologies et l'impression 3D, le visage de l'industrie va changer. Les pièces, vous avez une pièce en métal. Vous devez avant extraire le métal du minerai. Donc, il fallait aller au fourneau. Il fallait faire des lingots. Il fallait prendre cette pièce. Il fallait la machiner avec des machines-outils. Le processus était long, fastidieux en énergie dépensée. Aujourd'hui, de plus en plus, on imprime les pièces. On imprime carrément. On va du niveau minimum, du micron, et on commence à construire la pièce qu'on veut utiliser. Tout cet aspect de l'industrie va changer. Les 3D vont tout changer. Ça, c'est une façon, c'est l'impression. Puis, il y a dans d'autres domaines industriels qui sont les domaines organiques, pharmaceutiques. Aujourd'hui, la nanotechnologie, dans les décennies à venir, va fabriquer ce qu'on va consommer à partir de la molécule. On parle déjà aujourd'hui de steak. La viande ne va plus être la viande de bovin qu'on va élever, On parle de steak fabriqué, effectivement. On va élever des steaks comme on élève des plantes. Et ça, c'est pour 2 décennies, ce n'est pas pour plus tard. Alors, imaginez un peu le monde dans lequel on va fonctionner. Et je ne te raconte pas de science-fiction, aujourd'hui c'est comme ça. Le steak élevé existe déjà. De la viande sans avoir la pauvre vache qu'on va tuer, égorger, etc. Allez-y. On sait que ça existe déjà. Alors vous parlez de capitalisme qui doit évoluer. Quelle direction vous le voyez prendre? Le capitalisme, quelle grande question. Écoutez, nous sommes dans un moment de singularité qu'il faut vraiment développer. Aujourd'hui, le numérique devient quelque part le nouvel alphabet de l'humanité. Le numérique fait fonctionner tout aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, revenons à l'alphabet. L'alphabet faisait fonctionner le monde. Aujourd'hui, le numérique fait fonctionner le monde. Très bien. Dans ce moment de singularité, il arrive que quelques entreprises possèdent cet alphabet. Ils le possèdent à eux. Je les appelle les GAFAM. Donc, c'est l'acronyme fait avec Google, Amazon, etc. Ils possèdent. C'est comme si vous disiez que dans le temps, une certaine partie de l'humanité avait la prérogative d'avoir l'alphabet à elle toute seule. Ceci a provoqué aujourd'hui une certaine inflation de la richesse d'un groupe. Donc, aujourd'hui, vous avez 500 individus ou 500 institutions mondiale, globale, qui possède carrément tout l'argent du monde. On ne peut pas créer un système économique basé sur 500 personnes ou institutions méga riches et une humanité qui fonctionne avec un peu de revenus. Ça ne peut pas exister. Parce que 500 contre 6,5 milliards ne peuvent pas vivre ensemble. Et c'est très simple. Ça, c'est sans oublier ceux qui meurent encore de faim. On n'a pas parlé, je parle maintenant conceptuellement.
pour que même les 500 dont je parle continuent à s'enrichir, il faut quand même que les humains aient les moyens d'acheter leurs produits. Donc ce capitalisme d'aujourd'hui consiste à accumuler les richesses aux mains de quelques individus, ne peut pas perdurer. Beaucoup d'économistes pensent qu'à partir de maintenant, on va commencer à penser à un revenu universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux de l'argent va commencer à passer de ceux qui le possèdent vers l'humanité. Il va être distillé vers le bas. Il va être distribué, tout simplement. Pour créer, distribuer. Mais le problème est encore plus grave. Vous le distribuez, les gens vont le prendre, ils vont consommer comme des lapins. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas faire un élevage d'hommes et de femmes. L'humanité ne marche pas comme ça. Donc, ce capitalisme schématisé, même avec un revenu universel, ne peut pas perdurer de cette façon. Alors, je reprends. Aujourd'hui, les GAFAM sont devenus plus riches que les États. Donc, elles font leur intérêt en tant que société, mais elles ne font pas leur devoir en tant que gouvernants du monde. Elles confient aux États le soin de gouverner et à eux-mêmes le soin de s'enrichir. Quelque part, le capitalisme va muter en un pouvoir politique responsable, parce que la responsabilité va les toucher à tous les niveaux. Non seulement à distribuer des revenus à toute la terre, mais motiver les gens à vivre comme des humains, à gérer les problèmes médicaux, à gérer les problèmes de la vie, de l'ADN, des problèmes colossaux qui s'imposent, aujourd'hui qui sont entre les mains des États. C'est-à-dire que, est-ce que les États vont devenir hors-jeu? Probablement non, mais les États et les grandes compagnies numériques vont fusionner pour devenir probablement une nouvelle forme de super-État. Moi, dans le livre, je parle beaucoup de la direction vers un État mondial. Ça ne peut plus exister d'avoir des États qui se concurrencent également. Parce que les problèmes climatiques, environnementaux, vous obligent aujourd'hui à avoir des États interconnectés. Tout le monde est connecté aujourd'hui. Tout le monde est responsable. Si vous avez un phénomène climatologique qui ne fonctionne pas dans un territoire, il va toucher les autres. Donc, on va être obligé, au fur et à mesure que le XXIe siècle se déroule, de plus en plus à avoir les États du monde collaborer ensemble. Ils sont obligés de le faire. Donc, tout va évoluer. Et le capitalisme, évidemment, va être le premier à évoluer dans ce sens. Alors, vous vous penchez sur quelque chose de très intéressant, puisque évidemment tout changement passe par le bas âge, donc par l'école pour commencer, et l'école de la maison aussi, bien entendu. Vous parlez de l'ancienne école, donc celle d'aujourd'hui, qui privilégie le savoir plutôt que la curiosité. Évidemment. Merci. Merci pour la question, encore une fois. Alors, ça, c'est le grand questionnement de nouveau. Nous avons été habitués durant 3 siècles, durant 4 siècles, durant toute notre existence, durant 10 000 ans, à un système de développement organique, à savoir, nous voulons apprendre. Donc, on écrivait au début, on était scribe, puis on commençait à mémoriser, on apprenait de bouche à oreille, on apprenait. Donc, le processus de mémorisation était indispensable. Pour avancer dans la connaissance, il fallait mémoriser, se rappeler. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le besoin d'apprendre, de mémoriser, n'est plus là. Parce que nous avons une information qui vient, pour peu qu'on puisse cliquer et vouloir apprendre quelque chose, on l'a. Le monde aujourd'hui, avec la révolution numérique, est comparable à une jungle. Nous sommes rentrés dans une nouvelle jungle. Dans cette nouvelle jungle, tout est à inventer, tout est à créer. Parce que si on n'invente pas, on ne crée pas pour s'adapter aux nouvelles donnes de cette nouvelle jungle, on est en danger. Donc, ce qu'il faut cultiver chez le jeune, chez la jeunesse, ce n'est pas le sens d'apprendre, mais le sens de créer. Donc, c'est pousser le cerveau à inventer des solutions au fur et à mesure que les problèmes s'opposent. C'est une problématique totalement différente que ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, on n'apprend pas aux enfants à inventer, à créer. On leur apprend à apprendre. Ça, c'est la grande différence. Pour pousser un cerveau à apprendre à créer, il y a une grande différence dans la méthodologie de l'art d'éduquer. Et beaucoup de pays, pas beaucoup, quelques pays comme la Finlande, ont commencé à comprendre ce processus. Donc, ils ont changé leur format d'école. Ouais. Totalement, mais quand vous voyez le format des écoles finlandaises, mais c'est totalement...
Tout à fait. Quand vous voyez le format des écoles que nous avons, moi, je peux pas envoyer mon petit-fils dans une école où on continue à annoncer des phrases sans, ce n'est plus acceptable. Et qu'est-ce qu'ils font les Finlandais, par exemple? Le cursus est un cursus de jeu. L'enfant apprend en jouant. Parce qu'en jouant, il associe des choses à sa guise. On pousse les neurones du cerveau à fonctionner d'une façon collatérale, de façon à ce qu'il y ait un instinct chez lui de mettre des paramètres ensemble pour créer un troisième paramètre qui peut être quelque chose d'intéressant. Donc c'est la façon de réfléchir qui change complètement. Alors oui, évidemment, passer par le ludique a toujours été un outil d'apprentissage des plus utiles, mais est-ce qu'il est suffisant à lui seul? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, à côté de ça, installer une certaine rigueur? Mais oui, évidemment. Moi, je donne les grandes lignes. Vous appelez ça ludique. Je dirais que probablement le ludique va devenir la formation permanente. Parce que, encore une fois, comme tout est à recréer dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce nouveau monde organique, numérique, comme tout est à recréer, le cerveau humain doit se mettre en phase permanente de récréation. Les challenges auxquels il va faire face sont tellement épais, tellement énormes, qu'il n'y a plus de limite à l'intelligence humaine à se développer pour découvrir. Il n'y a plus de limite. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de la gravitation terrestre, de la gangue organique de la Terre, pour commencer à transcender vers un univers encore plus élevé. Nous sommes en train de sortir de notre misérable condition humaine pour que notre intelligence aille là où elle est destinée à être, dans l'univers, cosmique, je dirais. Finalement, voilà la grande problématique et voilà le grand questionnement de nouveau que je mets dans le livre. Qu'on retrouvera vers la fin du livre. Je vais vite ou... Non, je vais vous interrompre, ne vous en faites pas, parce que vous êtes allé déjà jusqu'à la fin du livre. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Oui, mais ça, c'est... Même si c'est la fin du livre, je vais dire... Bon, d'accord. Je laisse ça pour la fin. Recommençons. Donc aujourd'hui, ce petit enfant qui commence doit avoir instinctivement le besoin d'inventer et de créer. Il doit l'apprendre. Alors justement, on va parler de ça. Vous préconisez donc la créativité. Qui dit créativité dit forcément innovation. Oui. Mais l'innovation nous met aussi, nous, les humains, sous stress permanent quand même. Écoutez. D'une part, d'innover tout le temps. D'autre part, de s'adapter à cette innovation sans cesse. Oui. Et vous parlez plus tard, justement, de l'émotion qui ne perd pas ses droits dans cette ère numérique. Recommençons par le début. L'humanité va être sous stress permanent. L'humanité a été sous stress permanent durant 10 000 ans. 10 000 ans. Oui, ça c'est vrai. Bon, la seule différence aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, elle va être sous stress permanent dans des périodes beaucoup plus courtes. Il n'y a aucune raison. La parenthèse du matérialisme du XXe siècle a été un moment de répit. Donc les 3 derniers siècles, qu'on appelle les siècles des Lumières, ça a été un moment de répit pour l'humanité de se reposer de tout ce qu'elle a accompli. Et quelque part, elle est arrivée à un dead end. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qu'on ne comprenait plus. Il y a eu la création du communisme, il y a eu la création du capitalisme, il y a eu des créations humaines aujourd'hui, il y a eu des religions d'abord, qui finalement ont abouti à des non-sens quelque part. Alors, aujourd'hui, le numérique introduit une nouvelle donne, un nouveau paramètre, un nouveau défi. L'humanité doit se remettre de nouveau sous stress pour continuer à évoluer. Moi, je dirais autre chose. Si l'esprit humain n'est pas sous stress, il ne produit pas. Il ne produit pas, il regresse. Oui. Quand il y a eu, repartons en arrière, quand vous avez eu l'homme du Néandertal, et puis l'homme du Néandertal, probablement, cohabité avec l'Homo sapiens. Ils ont cohabité ensemble durant 10 000 ans, je crois. Longtemps, ce n'est pas une affaire d'un ou de 2 siècles. Ils ont cohabité. Quelque part, 2 esprits qui cohabitaient, un des esprits a été plus résilient que l'autre, parce qu'il acceptait plus les défis et a évolué pour s'adapter. Le Néandertalien ne s'est pas adapté, et petit à petit a disparu. Aujourd'hui, l'Homo sapiens, si l'Homo sapiens que vous et moi nous sommes, nous ne comprenons pas cette nouvelle problématique, et nous ne nous adaptons pas, forcément,
un jour, nous allons disparaître comme le Néandertalien a disparu. Le nouvel humain va être différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Moi, je parle pour les 20, les 10 000, les 1000, 2000 années à venir. Mais déjà, le début du chemin, c'est l'inaptitude de ceux qui sont aujourd'hui en train de naître au XXIe siècle, de s'adapter ou de ne pas s'adapter s'ils ne se mettent pas déjà dans un mode de créativité. Alors, ce qui me rassure un tout petit peu, et forcément parce que ça va de pair avec l'humanité, c'est que vous évoquez aussi ce besoin de l'humain de rêve. Oui. Alors, est-ce que le rêve va pouvoir survivre à cette ère il faut l'admettre quand même, de robotisation un tout petit peu? Écoutez, absolument. Alors là, de nouveau, écoutez, je ne suis pas... Je parle toujours de votre vision. Hein, oui, je parle, je lis. Oui. Je lis, je m'informe, je suis curieux, je m'informe. Le psyché humain, la créativité, l'intelligence humaine, l'intelligence tout court, si elle n'a pas un rêve devant elle, un objectif impossible à atteindre, ne peut pas évoluer. Donc ça, je pense, c'est une loi cosmique. Nous avons évolué parce que nous avions tout le temps, chez nous, une part de rêve qu'on avait envie d'atteindre. Si on ne rêve pas, on n'avance pas. Donc, ce phénomène, que j'appellerais peut-être probablement chimique aujourd'hui, est indispensable. Donc, quel que soit notre degré de civilisation et de progrès, nous allons toujours nous mettre devant nous une part de rêve devant nous pour pouvoir continuer à évoluer, à accéder. Si je peux sauter à la fin du livre, je dis qu'avec l'évolution des technologies et du savoir, avec la physique quantique, nous commençons à parler non seulement de l'univers que nous avons, notre univers, on commence à parler d'univers parallèle. Mais écoutez, y a-t-il de rêve plus extraordinaire et plus inaccessible de rêver d'univers parallèle? Donc, vous êtes là, humain, intelligence humaine, humanoïde, ce n'est plus vous de chair et de sang, mais c'est autre chose, et vous avez ce nouveau rêve de votre intelligence de percer les autres univers. Ça, c'est quand même très effrayant tout ça. Écoutez, il ne faut pas effrayant, tout comme il était effrayant pour l'homme de Cro-Magnon de penser. Il n'aurait pas pu penser qu'il serait dans un avion un jour, l'homme de Cro-Magnon, j'imagine. Écoutez, le monde appartient à ceux qui n'ont pas peur. Arrêtons de nous effrayer. Vous savez pourquoi on s'effraie? Parce qu'on se croit, nous, le centre du monde. On s'effraie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur de la mort même. La mort est une chose nécessaire et cosmique. On ne peut pas... On nous a inculqué la peur de la mort parce que nous avons commencé à réfléchir. On s'est dit, qu'est-ce qui vient après la mort? On a commencé à avoir peur. On a provoqué ça, on l'a encouragé et on s'est mis à inventer des histoires pour nous faire encore plus peur et plus nous asservir. Si nous étions éduqués dès le début à affronter la mort avec sérénité, ça devient un passage, point. Vous allez voir que dans la nouvelle physique quantique... Un passage vers quoi, vous qui parlez de physique? C'est la fin du livre. Écoutez, nous sommes un champ d'énergie. Ouais. Nous ne sommes pas monsieur, madame, nous ne sommes pas ce que nous croyons être, finalement. Nous sommes une molécule. Nous sommes basés, nous sommes construits sur un champ d'atomes, tous. Quand vous pensez à l'intelligence artificielle comparée à l'intelligence organique, beaucoup disent, moi, mon intelligence organique ne va jamais être battue par l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous raconter une histoire. Quand on a, pas une histoire, un fait, quand notre intelligence humaine a décidé de créer l'intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons créée. Pourquoi l'a-t-elle faite? Parce qu'elle s'est rendue compte que notre corps, notre enveloppe organique, ne suffisait plus à absorber tellement de savoir que notre intelligence nous obligeait à absorber. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle nous a dit, bon, si tu n'arrives pas à l'absorber complètement, construis-moi un cerveau électronique. On l'a construit d'une façon assez grossière, finalement, parce qu'il est loin encore de ressembler à l'esprit, au cerveau, à l'intelligence humaine. Mais on l'a construit et ça a été ce qu'on appelle un back-up à notre intelligence. Mais là, c'est là qui est intéressant. Comme on l'a fait d'une façon grossière, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Sans le savoir, on a reproduit d'une façon grossière ce qui se passe en nous. Parce que nous, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons notre enveloppe organique, le cortex. Mais en fait, le fond de ce cortex est lui-même basé sur les mêmes atomes
qui sont les atomes qui forment un cerveau électronique. C'est la même chose. Notre cerveau électronique n'est pas un cousin, c'est un enfant de nous. C'est pas un allié, ce n'est pas un ennemi. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes à la base un champ d'énergie et d'électrons et d'atomes. Déjà, il émane de notre propre création. C'est pour ça. Enfin, mais tout. Mais écoutez, regardez. Ce qui est passionnant, c'est que l'intelligence évolue selon la complexité de l'organe dans lequel elle niche. Quand nous étions des organismes primitifs, l'intelligence était primitive. Elle se développait avec le développement, avec les mammifères, puis l'homo sapiens. Et plus elle se développait, plus le mammifère, l'homme, et puis plus tard l'homme s'est développé, plus l'intelligence s'est développée. Donc, elle se greffe sur son écorce organique. Aujourd'hui, elle demande qu'il y ait une écorce encore plus puissante, qui est l'écorce électronique, qui est le cerveau électronique. Plus tard, les deux vont continuer à fusionner ensemble, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Et là, je me permets de vous introduire ce que vous avez dit tout à l'heure, la conscience et l'émotion. Ce qu'il y a de plus précieux en nous, en être organique, c'est notre conscience et l'émotion. Elle est faite, finalement, d'algorithmes chimiques chez nous. Mais elles sont très nombreuses et très complexes, parce qu'il y a autant de conscience que d'êtres humains. Aujourd'hui, on ne peut pas les reproduire, parce qu'il est impossible de reproduire, parce qu'il est impossible de reproduire chaque être humain, ce qu'il se passe dans sa tête en matière d'algorithmes organiques pour qu'il ait une conscience. Donc, quelque part, le développement va... Pourquoi vous dites algorithme plutôt que réaction chimique? Parce que maintenant, on sait que... Voilà. Nous parlons de réactions chimiques jusqu'à présent, mais ce n'est pas des réactions chimiques. Maintenant, tous les chercheurs vous disent que ce sont des algorithmes chimiques. C'est différent. C'est ces algorithmes chimiques qui ont inspiré les chercheurs numériques à commencer à créer la même chose en matière de cerveau électronique. Appelez ça réaction chimique si vous voulez, mais ce n'est pas une réaction chimique telle que vous l'imaginez. Nous sommes aujourd'hui, dans notre état actuel, incapables de reproduire par algorithme et aussi par réaction chimique nos émotions. Ce qui fait que la richesse propre de notre intelligence humaine, aujourd'hui, c'est notre émotion et notre créativité. Les deux sont très complexes. Aujourd'hui, on arrive à créer par le cerveau électronique de l'art, certes, mais l'art est toujours très inspiré de ce que nous avons en nous-mêmes. Ce que nous avons en nous-mêmes en matière artistique va se développer avec les cerveaux électroniques, mais quand même, la vraie créativité et la vraie émotion demeurent aujourd'hui notre propriété. Est-ce que vous pensez que ça changera un jour? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça changera. Moi, je crois que plus on va avancer à l'avenir, plus notre créativité va avancer et notre sensibilité va avancer et nos émotions vont avancer. Ou reculer, en l'occurrence. Ça, c'est le chemin de l'intelligence. Je vous ai parlé de multivers, de plusieurs univers. Peut-être que cette intelligence va chercher une autre intelligence qui est née dans un autre univers. Vous aurez aujourd'hui les Roméo et Juliette des deux univers qui se rencontrent. Je ne peux pas faire de science-fiction. Mais on y est presque. Non, c'est vrai qu'on y est presque. Ça va tellement vite qu'on ne sait pas trop quelles sont les possibilités de demain. Regardez, je refuse de faire de la science-fiction parce que ce n'est pas l'objectif. Mon objectif est très terre à terre. Nous avons le XXIe siècle. Nous avons nos enfants. Nous avons nos générations. Nous avons notre pays. Nous avons tout ça autour de nous. On a un peu de chance d'organiser notre destin selon nos propres moyens. Aujourd'hui, ne pas comprendre la venue du numérique dans notre vie, l'esquiver et dire on va faire comme avant, est un péché mortel. Et moi, je me suis dit, maintenant, on va commencer par ça. C'est pour ça que le livre ne parle que de ça. C'est pour ça que les piliers que je mets là, si vous voulez en parler, sont là pour ça. Alors justement, vous avez évoqué le terme qui allait venir. Je veux essayer quand même de passer sur certains points qui sont évoqués dans le livre et je veux pas qu'on soit pris de court par la fin de l'émission. Farid Chehab, dans le livre, vous parlez des valeurs piliers du XXIe siècle. Mais lesquelles? Tout d'abord, avant de sauter sur ça, je veux juste sauter quelque chose pour la résilience, c'est très important. Ouais. On n'a pas parlé de curiosité, qui est plus importante que la forme physique. Si, on en a parlé. On en a parlé, mais pas assez peut-être. Non.
Aujourd'hui, la résilience ne se développe qu'à travers la curiosité. Si on n'est pas curieux, on n'arrive pas à renforcer le pouvoir mental de notre esprit. Donc, une des choses indispensables, c'est la curiosité. Il faut chercher et chercher à encore comprendre ce qui se passe autour de nous. Les enfants doivent être éduqués pour la curiosité. Ce qui devient pour moi une valeur essentielle. Et comme je parle de valeur, je vais ressauter aux valeurs. Aujourd'hui, avec tout ce que vous entendez, il est de notre devoir de remettre en question nos valeurs. Pas toutes, certaines sont très bonnes. Je parle des valeurs religieuses. Les valeurs religieuses étaient très bonnes à un moment donné parce qu'elles nous permettaient de nous élever d'une condition humaine misérable à une condition spirituelle plus élevée qui faisait de nous des êtres civilisés. Et leur vocation a changé aujourd'hui? Écoutez, les religions ont fait leur travail maintenant. Aujourd'hui, il y a une telle problématique que les religions arrêtent de vous donner les besoins dont vous avez pour continuer à évoluer. Aujourd'hui, les religions deviennent fanatisme. Et les fanatismes ne sont pas bons pour l'humanité. Peut-être que l'intelligence, un jour, va nous dire, écoutez, vous êtes des organismes humains incapables d'évoluer. Vous vous entretuez entre vous. Nous nous mettons en danger. Il faut que les religions toutes évoluent dans un sens de spiritualité qui élève l'humanité. Et justement, dans un sens non dogmatique, qui élève l'humanité, dans un sens qu'on comprend dans le nouveau monde que le numérique est en train de projeter sur nous. Et justement, vous arrivez à un point essentiel en parlant de religion et de leur évolution. Vous parlez après, pas forcément de tolérance religieuse, mais de tolérance tout court. Oui, la fin, j'irai à la tolérance, mais je veux boucler la question valeur. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes enfants de la Terre et du cosmos. Et quelque part, nous avons gaspillé cet héritage d'une façon irréfléchie. Aujourd'hui, les nouvelles valeurs sont qu'on ne peut plus continuer à consommer, à absorber ce que le cosmos nous donne sans rendre. Donc aujourd'hui, les nouvelles valeurs, c'est la protection de là où on a vécu, la protection de la Terre. Ça, c'est énorme comme valeur. Les valeurs de l'environnement, les valeurs du respect de l'eau, les valeurs du respect de la santé, du corps médical. Toutes ces valeurs qui viennent aujourd'hui doivent être développées et protégées et encouragées. Il y a une nouvelle échelle de valeurs qui est en train de rentrer dans notre... C'est très vrai, ça. Mais dans votre livre, vous parlez de futur. Est-ce que ce futur-là, on va y arriver si justement on n'arrive pas à modifier notre mode de consommation aujourd'hui, avant demain? Évidemment. Écoutez... Évidemment, on va y arriver, vous pensez? Non, évidemment, on est obligé de le faire. Oui, on est obligé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le progrès technologique des 3 siècles qui ont passé, nous sommes arrivés à dépasser en consommation ce que notre environnement géographique terrestre nous donnait. Absolument, mais on a aussi réveillé encore plus l'avidité humaine. Mais évidemment, on a tout fait. Donc tout ceci nous a transformés en monstres de consommation qui ne sont pas en phase, en harmonie avec l'harmonie universelle. Aujourd'hui, quand on détruit l'environnement, ce n'est pas... Je vais être religieux. Je suis un religieux. Le péché, pour moi, aujourd'hui, est de détruire l'environnement. C'est un péché. C'est un péché contre le cosmos. Vous voulez appeler Dieu le cosmos, appelez-le comme vous voulez. Je n'ai pas de problème. Mais c'est un péché. Donc c'est là, quand je vous parle de transcender la religion vers un niveau supérieur. Les nouvelles religions doivent prendre en charge le respect de ce monde dans lequel nous sommes arrivés par miracle à être des êtres intelligents. Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que vous comprenez? Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais est-ce que la courbe est réversible? Écoutez, la courbe n'est pas réversible. Je crois que la courbe va continuer à être asymptotique. Nous sommes voués à devenir des êtres de plus en plus intelligents, de plus en plus créatifs, avec des émotions de plus en plus puissantes, mais elles doivent transcender l'enveloppe Terre pour aller dans un univers supérieur que nous ne connaissons pas encore. Est-ce que vous pensez que l'humain en est capable? Au vu des siècles qui sont passés, je dirais qu'il a fait plus de mal que de bien. Nanette, quand vous pensez que l'humain est capable, pensez aux Néandertaliens, aux lézards et aux dinosaures. C'est la même chose. Arrêtez de croire que vous êtes la fin du monde. Vous n'êtes pas la fin du monde. On n'est pas la fin du monde. On n'est qu'un passage
dans un cycle évolutif. Mais vous venez de parler des ressources, elles ne sont pas inépuisables. Mais évidemment. Donc nous allons évoluer nous-mêmes. On va pas être, on ne sera plus comme nous sommes aujourd'hui. Probablement que l'humain du 22, 23, 25e siècle va consommer moins d'oxygène, moins de blé, moins de fromage. Ah ça, c'est autre chose à ce moment-là. Mais oui, mais on va. Nous pensons. Vous rappelez-vous, quand nous étions des êtres primitifs, on pensait que la Terre était plate. Parce qu'on ne voyait que du plat autour de nous. On n'était pas assez intelligent. La Terre est plate, donc la Terre est plate. Puis on a pensé que non, la Terre est au centre de l'univers, parce qu'on n'était pas capable de. Aujourd'hui, on pense que l'humain, c'est tout. Parce qu'on n'est pas capable de voir que l'humain, c'est pas tout. C'est un moment, c'est une transition. Vous, moi, les autres, nous sommes une transition, nous sommes rien d'autre. Alors, oublions notre nombrilisme d'être humain et essayons de donner de ce que nous avons de mieux à ce cycle évolutif cosmique dont nous faisons partie. Alors dans le livre Farid Chehab, on est à un moment donné catapulté en 2060, Oui. où le cerveau est connecté à l'intelligence artificielle. Ah oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les scientifiques, tous les experts en numérique vont se rendre compte. Recréer l'émotion de façon artificielle n'est pas rentable. Faire travailler des programmeurs pour faire des algorithmes qui puissent reproduire l'émotion et la conscience coûte trop d'argent. C'est un calcul bassement financier. Ils vont se dire, autant les connecter ensemble. Parce que si on les connecte ensemble, si on prend le meilleur de l'être humain au meilleur du numérique, nous finirons par avoir le meilleur du meilleur. Et c'est pour ça que je dis dans le livre que dans des domaines où c'était le plus difficile, c'était l'émotion. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est connecter la créativité humaine aux moyens numériques qui peuvent multiplier la créativité. Vous savez, dans l'évolution, la créativité a toujours été en avant-première de l'évolution. Quand les hommes des cavernes vivaient dans les cavernes, ils ont commencé à dessiner sur les murs avant de commencer à créer des arbres. Donc, la créativité est la chose la plus précieuse de notre substance créative, de notre substance intelligente. C'est un point c'est pour ça que je mentionne dans le livre que la créativité va nous amener à une nouvelle renaissance que j'appelle une renaissance née du numérique. Une renaissance, mais dans le sens de la renaissance où l'homme de la renaissance a changé les paradigmes de son existence, s'est libéré du poids de la religion et a commencé à développer le siècle des Lumières. Farid Chehab, le thème de ce dernier salon du livre, c'était une aubaine pour la parution de ce livre. Les Absolument. cultures numériques. Absolument. Je rappelle que vous avez signé justement cet ouvrage qui s'appelle Un pont sur le 21e siècle, qui est votre dernier en date, lors de ce salon. Et moi, je voudrais quand même arriver au mot de la fin, puisque nous devons clôturer cette émission. La conclusion, en gros, si je schématise, de ce livre, c'est que pour se sauver, l'humain doit quelque part se fondre à l'intelligence artificielle. Écoutez, je vais revenir en arrière. Je ne veux pas sauver le monde. Je veux parler aux parents de maintenant, les jeunes parents, qui ont aujourd'hui des enfants en bas âge. Je veux les sauver pour commencer. Donc, beaucoup de parents, dans leur égoïsme, pensent qu'ils se sauveront tout seuls. La première chose à faire, c'est sauver notre jeunesse d'aujourd'hui. Et ça implique une attitude un peu différente qui va commencer par la demande de la réforme de l'éducation pour aller vers une forme beaucoup plus adaptée aux défis du numérique qui vont arriver. Donc ça s'adresse surtout aux jeunes parents qui ont des enfants en bas âge. Pour nous, ceux qui sont déjà vieux, il n'y a aucun problème, inutile de paniquer. Les vieilles générations ne paniqueront pas, elles vont s'éteindre doucement avec la fin du XXe siècle. Mais c'est les nouveaux. C'est tous les couples qui ont 50 ans et qui ont des enfants de 50 et en dessous. Le second message que je veux lancer, c'est évidemment, il est beau de rêver, de faire un nouveau récit. Mais ce récit est un récit qui vous amène à penser autrement votre vie d'aujourd'hui. Avec tout ce que je vous raconte aujourd'hui, si vous pensez encore qu'il n'y a pas de place à la tolérance, on est en train de se tirer une balle dans la jambe. La tolérance aujourd'hui devient une chose indispensable pour évoluer. Ça veut dire ça veut pas forcément dire qu'elle est là.
Elle n'est Ces pas actes. là. Ouais. On est de moins en moins tolérant. Ouais. Même ce que j'ai écrit aujourd'hui, je vois autour de moi l'intolérance de ceux qui me regardent l'écrire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Personne n'accepte rien. On est tellement coincé dans notre orgueil intellectuel aujourd'hui qu'on ne sait plus être tolérant. Aujourd'hui, dans un monde tellement multiculturel, on ne voit même pas combien la tolérance a fait fonctionner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un tissu de tolérance. C'est un tissu d'intolérance, mais de tolérance aussi. Parce que tout le monde fonctionne et parle en même temps. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes tolérants? Regardez dans notre pays. Est-ce que nous sommes tolérants? Absolument. Ben, voilà. Ça, c'est les messages, les grands messages que je veux lancer. Merci beaucoup. Je veux vous lancer un autre message. Je vous Vous demande. avez 2 secondes. Écoutez, le livre est dans toute la librairie Antoine, Oriental, etc. Je vous conseille vivement de le lire. Il va beaucoup vous inspirer. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Farid Chehab. Je rappelle que le livre s'appelle Un pont sur le 21e siècle et qu'il est justement édité par les éditions L'Orient le Jour. Merci encore une fois et à la prochaine, Farid Chehab. Merci. Au revoir. Au revoir.